premier gros pollueur de la planète, effectivement, c'est la production d'électricité, avec plus de 40%. Et l'extraction, l'industrie extractive elle-même, elle pollue à hauteur de 50% et elle détruit la biodiversité à près de 80%. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. D'abord, sur l'extraction minière, ici on parle de mine durable, n'est-ce pas? Donc il y a une question vraiment de sauvegarder la biodiversité qui est extrêmement importante. Et ensuite, l'énergie est au cœur justement de la transformation minière. Je disais tout de suite, quand on a donné l'exemple de la plus grande centrale, de la plus grande raffinerie d'aluminium au monde, qui est des Émirats Arabes Unis, il y a un groupe de gars qui est ici. Alors, eux, 2,5 millions de tonnes d'aluminium qu'ils font, ils produisent plusieurs millions de mégawatts qu'ils utilisent. Pourquoi? Parce qu'ils ont du gaz. D'accord? La Chine, qui est le premier producteur mondial, je ne sais pas quels sont les chiffres, mais je sais que la Chine, elle a 50 raffineries. Et pour la plupart, la Chine utilise du charbon. Okay? Vous avez des pays un peu moins polluants, mais l'activité minière pollue d'une manière systématique. Maintenant, pour la Guinée, je vais essayer d'approfondir la réponse un peu. Pour la Guinée, je pense qu'il faut qu'on apporte de l'originalité dans ce qu'on fait. C'est un pays qui est encore vierge, plus de 100 sociétés qui sont à Phuket en train d'exploiter, qui n'ont rien à cirer de l'environnement. Okay. Donc, il faudrait, ça je pense que l'ancien ministre l'a dit ici, il faudrait qu'on mette des critères beaucoup plus contraignants pour qu'un exploitant puisse avoir un permis. L'exemple de l'Australie est très bien. L'Australie a 2 ministères qui valident un permis. Le ministère chargé donc des ressources naturelles et le ministère chargé de l'environnement. Et la question environnementale, elle a besoin d'être mise en place avant l'octroi du permis, pendant le permis et à la fin du permis aussi. Parce qu'un enfant qui naît aujourd'hui avec une mine qui commence, il aura 50 ans, la mine est encore là. Donc il arrive à l'âge de la retraite, quel est l'impact pour lui? Quand on dit qu'on a fait une compensation pour les populations locales, est-ce que ça veut dire qu'on a restauré durablement les moyens de subsistance? On compense une fois, après c'est terminé. Et c'est pour ça que vous avez la population qui n'est jamais contente. Donc il faudrait, l'ANAFIC est un excellent exemple, hein, il faut renforcer cela. Ça ressemble un peu à ce qui se passe au Brésil, qui n'est pas mal. Le Brésil est très minier, hein. C'est un continent, le Brésil. Aujourd'hui, c'est la 8e puissance mondiale. Ouais. Donc, eux aussi, ils ont beaucoup d'énergie, ils ont beaucoup de barrages hydroélectriques. Nous, on pense qu'avec les 6 gigawatts de potentiel qu'on a, ça peut transformer les mines. Non, je ne pense pas. On est loin du compte. Il faut aller vers d'autres types d'énergie. Il faut aller vers l'hydrogène, il faut aller vers le gaz naturel, liquéfié, et il faut aller vers la géothermie, par exemple. Les énergies renouvelables. Voilà. Les énergies renouvelables, oui, mais il faut être très précis. Tu vois, parce que la notion de renouvelable, là, c'est aussi une question sur laquelle on parle, mais il faut qu'on soit très précis. Moi, mon rêve, c'est de voir nos pays là se regrouper, les pays de la sous-région. Les pays qui arrivent à percuter, c'est des pays qui ont 1 million, 2 millions de kilomètres carrés. La Guinée a quoi? 250 000. Le Sénégal a combien? 180 et quelques mille. C'est des micro-États. Maintenant, la Guinée a beaucoup de bauxite, beaucoup de fer. Ils vont le prendre ici, l'amener à 10 000 km vers la Chine, et ils vont aller au Sénégal. Le Sénégal a beaucoup de gaz maintenant. Ils ont une réserve qu'ils n'ont pas encore démarrée, Yaka, qui a 15 TCF, 15 trillions cubic foot. Ça peut illuminer toute l'Afrique de l'Ouest. Les Indiens le veulent pour leur transition énergétique horizon 2070. Mais pourquoi on va laisser les Indiens le prendre? Parce qu'ils vont prendre ta bauxite, ils vont l'amener en Inde, ils vont prendre le gaz du voisin, ils vont l'amener en Inde. Après, ils vont nous renvoyer de l'aluminium qu'on va utiliser pour nos infrastructures. Pourquoi on ne mettrait pas les pays africains ensemble? Et c'est à quoi? C'est à combien de kilomètres par la mer? 500, 600 kilomètres. Ça apporte de la valeur ajoutée. La première chose, c'est qu'une raffinerie apporte plus de valeur ajoutée qu'une exploitation brute comme ça. Donc, moi, je pense qu'il faut peut-être 1 ou 2 raffineries en Guinée et pas plus. Une raffinerie pour le fer et une raffinerie pour l'aluminium. Mais la Guinée, elle seule, ne peut pas supporter les coûts de ces investissements. Vous comprenez? Et la raffinerie aussi, il faut en définir la taille.
qu'est-ce qu'on produit, combien, pour qui et comment. Il faut des off-takers, il faut que d'abord la coopération sous-régionale, tout ce qu'on veut bâtir, si on veut faire des ponts, si on veut faire des bâtiments, on a besoin de fer. Ensuite, les bâtiments, on a besoin d'aluminium. On utilise l'aluminium dans beaucoup de choses. C'est un minerai extrêmement intéressant. Donc, si les pays se mettent ensemble pour consommer ce qu'ils ont, et ça va se passer très bien. D'ailleurs, avant de commencer, je voudrais remercier les organisateurs de ce forum-là. Il faut bien de regrouper tout le monde autour d'un plateau pour discuter et échanger sur des questions minières environnementales. Alors, l'étude d'impact environnemental et social, c'est un outil de prise de décision, comme l'autre il a mentionné. C'est aussi un outil de suivi, de monitoring et de gestion de l'environnement. Alors, avant tout projet, cette étude est réalisée et dans le but d'abord de savoir est-ce que le projet n'a pas plus d'impact négatif sur l'environnement que d'impact positif. Une fois que cela est cerné, quels sont les impacts négatifs et comment on peut les gérer? C'est ce qu'on appelle le plan de gestion environnementale et sociale dont il parlait, en français facile. Ce plan de gestion environnementale et sociale est un outil tripartite qui est réparti entre le gouvernement, le bureau d'études que nous sommes et l'État et le promoteur du projet. Alors ça permet d'identifier un certain nombre de projets, d'activités qui seront mises en place pour atténuer les impacts, réduire les impacts, éliminer les impacts si c'est possible et sinon faire des mesures de compensation. Il y a ce qu'on appelle les mesures de compensation, il y a ce qu'on appelle les plans de restauration des moyens de subsistance et plusieurs autres activités qui suivent après. Vous savez, il y a deux choses. Il y a la réalisation de l'étude, il y a la mise en œuvre de l'étude. Les études sont souvent très bien réalisées dans la plupart des cas. Les études sont bien réalisées, mais le suivi doit suivre. Ne dis pas que ça fait défaut, le suivi doit être là. On doit être là pour surveiller ce qui a été fait, ce qui a été dit, est-ce que c'est fait. Vous savez, quand vous laissez un enfant, vous ne le surveillez pas, il va sembler faire tout ce qu'il doit faire. Alors que non seulement il faut lui dire ce qu'il doit faire, mais suivre est-ce que ça a été fait. Donc c'est un peu ça le débat. Sinon, les plans sont élaborés, les outils sont là, mais il faudra bien qu'il y ait un suivi pour la mise en œuvre.